Merci beaucoup Lina, je suis heureux d'être ici parmi vous. J'avais fait un petit passage l'année dernière également sous ce chapiteau. Alors comme l'a dit Lina, je vais très souvent à Gaza. D'ailleurs, j'y retourne la semaine prochaine dans des conditions que vous connaissez, qui sont particulièrement dramatiques. Et depuis 15 ans que je me rends sur le terrain 3 fois par an, j'ai éprouvé bien entendu le besoin de témoigner, parce qu'il ne suffit pas simplement d'être chirurgien et de réparer les séquelles de tous les bombardements, de toutes les attaques que vous connaissez, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à la prévention et de témoigner sur ce qui est tellement mal décrit dans nos grands médias. Donc depuis 15 ans, là je viens faire la promotion de mes livres, mais soyez assurés que je ne gagne pas d'argent avec mes livres. J'en perds même, me dit souvent mon épouse, parce que j'en distribue beaucoup. Ici, ils sont au prix coûtant, c'est au prix que je les ai achetés, même un petit peu moins. Voilà. Je pense que c'est important d'ajouter aux connaissances que l'on peut avoir sur le conflit israélo-palestinien, d'ajouter aux images, d'ajouter à Internet, d'ajouter des écrits, des témoignages écrits. Le livre est un moyen de réflexion, c'est aussi un sujet de discussion qu'on peut avoir entre soi, en famille ou avec ses amis. Et j'ai écrit une demi-douzaine de livres depuis 15 ans sur cette thématique du Proche-Orient et de Gaza. Alors j'ai commencé initialement par écrire une biographie. J'ai écrit la biographie d'un de mes amis palestiniens de façon à voir un petit peu dans le parcours de cet ami qui est chirurgien comme moi, par rapport à mon vécu, comment lui il avait réussi à être chirurgien dans des conditions extrêmement difficiles, à une époque où il n'y avait pas de faculté de médecine en Palestine, en tout cas à Gaza. Bonjour Mohamed. Et il a dû s'expatrier. On parle beaucoup des migrants, on en parlait tout à l'heure dans le grand hall. Il a dû s'expatrier, passer des années au Bangladesh, rentrer, toutes les difficultés que l'occupant a pu lui faire. Et finalement, aujourd'hui, il fait un très très bon travail à Gaza. Donc j'ai fait cette biographie de façon à m'instruire un petit peu sur le parcours d'un homme, d'une famille. Et c'est en fait l'histoire... Ce sont des histoires différentes, mais beaucoup de Palestiniens ont vécu ces déchirements et ces difficultés extraordinaires et ont réussi à les surmonter. C'est véritablement une leçon que l'on reçoit lorsqu'on va en Palestine et qu'on discute avec toutes ces personnes extraordinaires. Et puis ensuite, j'ai écrit des chroniques au fur et à mesure de ces années. Et ces chroniques, c'est un petit bouquin qui s'appelle les Chroniques de Gaza, qui est disponible ici. Et ces chroniques ont été écrites en temps réel, c'est-à-dire que lorsque j'ai fait une rencontre intéressante en 2002, en 2003, en 2004, j'ai interrogé des personnes et j'ai écrit. Je n'ai pas changé une ligne de ce qui a été écrit à l'époque. Et vous pouvez ainsi, par exemple, consulter ce que disait un tel, ce que pensait un tel en 2008, en 2009. On parlait de révolution possible dans les pays arabes, on avait beaucoup d'avenir, on envisageait les scénarios, et tout ça c'est écrit dans ce petit livre. Alors il y a un livre, je sais que c'est le livre préféré de Nabil El-Nasri, mon ami, c'est La Vallée des Fleurs. La Vallée des Fleurs, vous êtes arabisant pour la plupart, c'est la traduction, une mauvaise traduction en français, de Marjezour, le champ des fleurs, le champ fleuri. Alors, qu'est-ce que c'est que ce champ fleuri ? Au fur et à mesure de mes rencontres à Gaza, j'ai rencontré beaucoup de gens. On me disait, lui, tiens, c'est un ancien de Marjezour. Il a été expulsé au Liban, dans le champ des fleurs, en 1992. Et puis un autre, on me disait, tiens, un tel, c'est aussi un ancien de Marjezour. Et en fait, Marjezour, vous en avez une image ici. C'est une photo qui a été prise à l'époque. En 1992, Yitzhak Rabin a capturé 400 membres vrais ou supposés du Hamas et du djihad islamique et les a expulsés au Liban. Il espérait ainsi pouvoir négocier tranquillement les accords d'Oslo, ce qui s'est fait effectivement en ayant éliminé physiquement finalement 400 personnalités qui pensaient différemment. Et 25 ans après,
eh bien, ces anciens de Marjezour qui ont été expulsés dans la neige, qui ont passé un an dans la montagne, qui ont créé une université, qui ont créé un hôpital, qui ont soigné les gens localement, qui ont attiré finalement la sympathie du monde entier. C'était un buzz avant Internet. Eh bien, 25 ans après, ces anciens de Marjezour, c'est Ismaël Haniyeh, c'est Mahmoud Zahar, c'est le doyen de la faculté de médecine. Ce sont des gens souvent importants parce que beaucoup étaient des intellectuels qui avaient été expulsés au Liban. Et finalement, je leur ai fait raconter leur propre histoire. Donc, c'est le témoignage de ces expulsés de Marjezour qui, aujourd'hui, dans des conditions extrêmement difficiles, eh bien, sont aux commandes et essayent de faire survivre cette petite bande de territoire qui est Gaza contre finalement l'hostilité, il faut le dire, du monde entier. J'ai voulu écrire aussi un livre sur les prisonniers palestiniens et j'ai pris comme thème l'échange de prisonniers qui a eu lieu en 2011. Ça s'appelle l'échange entre ce soldat soi-disant français pour lequel qui a eu droit à une médiatisation absolument extraordinaire et invraisemblable, scandaleuse, contre 1000 prisonniers palestiniens. Eh bien, c'est tout à fait d'actualité. J'ai eu l'occasion de discuter avec ceux qui ont organisé ces négociations, avec ceux qui sont aboutis à cette libération, avec un certain nombre de prisonniers. Et parmi ces prisonniers de longue durée qui ont passé plus de 20 ans en prison, eh bien, il se retrouve qu'il y a, par exemple, Yahya Sinwar, qui est le nouveau responsable désigné, élu au niveau du Hamas de Gaza, Khalil Aya, qui est son second. Il y a également Taoufik Abou Naïm, qui est le ministre de l'Intérieur actuel. Donc, ce sont des gens, eh bien, qui sont des exemples vraiment pour nous tous, parce que ils ont passé plus de 20 ans en prison, ils n'ont pas désespéré, ils se sont formés à un certain nombre de spécialités, en particulier Taoufik Abou Naïm s'est formé au droit, il est maintenant ministre de l'Intérieur, et eh bien finalement ils n'ont renoncé en rien à ce qui était leur conviction, c'est-à-dire à cette décision fondamentale de ne pas céder un centimètre carré du terrain de leurs ancêtres, là où ils ont toujours vécu, face à l'oppression qui est la leur. Donc c'est véritablement une leçon aussi. Alors il y a un autre livre que je vous engage à lire, en particulier les plus jeunes, parce que on me dit souvent la situation est désespérée, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a quelque chose qui se fait et qui avance, et je vous en donnerai même un exemple très 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 récent, puisqu'il date seulement de quelques jours. Il y a un outil, c'est le droit. On se désespère du droit, mais le droit, ça existe, c'est le droit international. Et j'ai écrit un petit livre, je l'ai écrit en fait pour moi, parce que je suis médecin, je ne connaissais pas le droit. Ce que j'ai appris, eh bien, je l'ai mis sur ce bouquin pour ceux qui, comme moi, c'est un petit peu le droit international pour les nuls, c'est une formule. En réalité, si vous lisez ce livre, qui se lit facilement à mon avis, eh bien, c'est l'illustration du droit international à propos du conflit israélo-palestinien avec des exemples précis. Et vous vous rendrez compte, après avoir lu ce petit livre, que beaucoup de choses qu'on vous écrit dans la presse ou qu'on vous raconte, beaucoup de choses qui nous font un peu désespérer du droit international, en fait, sont inexactes. Le droit, c'est comme la médecine. Ça se construit, ça change à chaque moment. Il y a des pierres qu'on ajoute successivement. Et le droit international aujourd'hui est en pleine phase de progression. Alors certains disent, mais ils n'ont pas lu ce petit livre, ils disent oui, mais le droit, la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre, ça marche pas parce qu'il y a le Conseil de sécurité avec le droit de veto. Eh bien, vous verrez que cette affirmation est complètement fausse. La Cour pénale internationale, certes, fait partie des organismes internationaux liés à l'ONU, mais elle en est indépendante. Et un certain nombre de voies existent, ont été empruntées et sont sur le point d'aboutir. Et je vous dirais simplement en un mot, mais j'en parlerai davantage demain parce que j'ai la chance et l'honneur de participer à une table ronde sur le Proche-Orient. Et bien, ce droit international, il progresse. Et concernant, par exemple, cette situation qui nous affecte beaucoup, qui est la situation très précisément actuelle à Gaza, où je serai d'ailleurs encore la semaine prochaine, eh bien, la situation de tous ces jeunes qui se font massacrer, tuer à la frontière, alors que ce sont de simples manifestants non violents, eh bien cette situation fait l'objet d'un travail considérable de la part
des autorités gazaouis et des juristes gazaouis et va aboutir dans les jours qui viennent à un nouveau dépôt de plainte à la Cour pénale internationale, avec en particulier une plainte extrêmement détaillée, avec toutes les preuves accumulées concernant le meurtre d'Ibrahim Mahmoud Toraya. Vous savez, ce Palestinien, ce jeune Palestinien qui avait 2 jambes amputées et qui a été tué d'une manière extrêmement sauvage, alors qu'il se déplaçait simplement en manifestant au bord de la frontière et qu'il était en territoire palestinien même, on peut dire. Et cette plainte sera associée à d'autres plaintes en provenance de tous ceux qui, depuis 1 an, ont été tués ou ont subi des blessures au bord de la frontière de Gaza, et en associant également les malheureux qui ont perdu la vie, en particulier hier, et malheureusement dans les jours qui viennent, il y en aura peut-être d'autres. Eh bien, il y a des équipes qui travaillent sur place, et je peux vous dire que simplement, au cours de la journée d'hier, il y a eu 200 plaintes en bonne et due forme qui ont été recueillies sur le terrain et qui vont aboutir de ce fait sur le bureau de la Cour pénale internationale. Cette Cour pénale internationale, elle ouvrira une investigation à une seule condition, c'est que Mahmoud Abbas, qui est le chef de l'autorité palestinienne et qui à ce titre représente l'État de Palestine, eh bien, accepte de mettre sa signature au bas de la plainte qui va être déposée sur le bureau de la Cour. Donc on va mettre la pression le plus possible sur le chef de l'autorité palestinienne pour qu'il accepte de ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire de signer une plainte au nom des Palestiniens face à la Cour pénale internationale. Alors là, je change complètement de sujet, et excuse-moi Lina d'avoir fait cette aparté un peu longue pour vous parler du dernier des petits, qui est ce livre sur les chrétiens de Gaza. Alors j'ai eu envie d'écrire ce livre, plutôt mon éditeur me l'a demandé. J'avais pensé initialement que c'était un bon sujet de télévision, parce que je me suis dit d'abord, les chrétiens de Gaza, quand on prononce ce mot, tout le monde sursaute, parce qu'on pense qu'il n'y en a plus, qu'il n'y en a pas. Soit on leur a coupé la tête ou ils sont partis. Ben non, il y en a. Et puis c'est un beau sujet de télévision parce qu'il y a de très belles images. Et des images qui sont à la fois des images anciennes, il y a un passé historique avec des vestiges, le monachisme, hein, le premier monastère en Palestine a été créé à Gaza et il en reste des vestiges. Il y a 3 basiliques successives qui ont été construites les unes sur les autres. Il y a des mosaïques absolument superbes. Et puis ce christianisme de Gaza, il est intéressant historiquement. L'histoire, c'est à peu près la moitié du bouquin, mais je vous rassure, les jeunes, c'est pas trop chiant, j'espère. En tout cas, c'est pas l'écho que j'en ai. Hein. Ce christianisme à Gaza, eh bien, il a vu arriver l'islam au 7e siècle. Et cet islam, eh bien, et je l'ai retrouvé à travers tous les témoignages, les textes que j'ai pu, et surtout les historiens que j'ai pu interroger. Cet islam a été véritablement un islam non conquérant, comme vous le savez. Ça n'a pas été cette déferlante violente que certains voudraient nous faire croire. Il y a eu immédiatement un partage des cultes entre christianisme et islam à Gaza. C'est un exemple particulièrement clair. Et les chrétiens à Gaza, d'ailleurs, sont restés majoritaires pendant 5 siècles. Il y a eu 5 siècles où les chrétiens sont restés majoritaires à Gaza, ce qui montre bien qu'il y avait non seulement une harmonie interreligieuse, mais tout simplement une harmonie à l'intérieur de la population. Et à l'arrivée de l'islam, je vous le disais, les lieux de culte chrétiens et musulmans ont été répartis. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce tout petit territoire de Gaza et dans cette vieille ville, eh bien, c'est qu'on en a le témoignage aujourd'hui, en ce sens que l'église qui a été laissée aux chrétiens, c'est l'église Saint-Porphyre, une église initialement du IVe siècle, et une église qui existe toujours aujourd'hui. Il y a un petit cahier de photos à l'intérieur de ce livre. C'est la principale, l'église chrétienne de Gaza, c'est l'église Saint-Porphyre. Les murs sont 3 mètres d'épaisseur. On voit bien qu'il y a du passé là-dedans. Les fondements et la base des murs, eh bien, ont presque 2000 ans. Et elle est toujours en activité, on fait la messe. Alors, assez significativement, là aussi, la messe dans cette église Saint-Porphyre, qui est une église orthodoxe, eh bien, elle ne se fait pas le dimanche, comme traditionnellement dans le christianisme, elle se fait le vendredi pour des raisons pratiques évidentes. Et c'est assez frappant de sortir, par exemple, de la messe à l'église Saint-Porphyre le vendredi,
Et vers 11 heures, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on entend? On entend l'appel à la prière pour la prière, la grande prière du vendredi qui a lieu dans la mosquée. Et cette mosquée, la principale, la plus ancienne, la plus historiquement, eh bien cette mosquée, vous en avez une photo, là aussi dans le petit cahier qui est au début, et quand je montre cette photo, vous pouvez le regarder tout à l'heure, et je dis qu'est-ce que c'est? Bon, on me dit bah ça c'est une église. Eh ben oui, c'est une église, la principale mosquée où prient aujourd'hui les musulmans de Gaza. C'est une église qui a été construite par les croisés, qui a été retapée, modifiée, je dirais, à la marge. C'est-à-dire que vous entrez, ce sont les piliers d'une église du XIIe siècle, ce sont les voûtes d'une église du XIIe siècle. C'est une église, car elle n'est pas orientée en direction de la Mecque, et pourtant c'est là que prient aujourd'hui les musulmans. Donc on voit bien que cet islam vengeur, rageur, destructeur, eh bien tout cela n'a pas existé. Alors la deuxième partie du livre, qui n'est plus la partie historique, mais qui est la partie témoignage, eh bien j'ai interrogé un certain nombre de ces chrétiens et de ces chrétiennes de Gaza. Je leur ai demandé de raconter leur histoire. Et la première chose déjà que j'ai remarqué chez certains et certaines d'entre eux, c'était une petite réticence. Et tout de suite, assez rapidement, j'ai compris pourquoi. Eh bien, c'était le message qu'ils envoyaient était un message simple en disant, écoutez, nous, les chrétiens à Gaza, on n'a strictement aucun problème avec ceux qui ne sont pas chrétiens. On s'entend parfaitement bien. Et moins vous parlerez de nous, mieux ça vaudra. Alors donc, il a fallu, bien entendu, avec certains, que la confiance s'installe. Car c'est vrai qu'un certain nombre eh bien, ont été piégés par le passé. Vous savez, à Gaza, quand il y a des journalistes occidentaux qui vont là-bas, et je l'ai remarqué, je l'ai vu même plusieurs fois, on y entre, on fait un micro-trottoir, on cherche une femme qui a envie de fumer dans la rue et on lui fait déverser toute la hargne supposée contre la société qui l'entoure, et puis on en fait un reportage. En ce qui concerne les chrétiens, c'est pareil. Plusieurs ont été manipulés, instrumentés. Et d'ailleurs, il y a certaines manipulations même qui m'ont fait rire concernant Gaza, car quand on va sur Internet, vous savez que sur Internet, il y a le meilleur et le pire, eh bien, on voit des reportages complètement bidons où on a tendu un micro qu'à quelqu'un qui parfois n'est même pas à Gaza, on lui fait dire quelque chose, et puis il y a une voix off qui continue et qui raconte le sinistre sort de ces chrétiens de Gaza. En réalité, ils vivent très bien, ou plutôt ils vivent aussi mal que tous les habitants de la région de Gaza. Ils sont supposés être un petit peu moins discriminés de la part des Occidentaux. Ils ont l'autorisation de se rendre en Cisjordanie au niveau des lieux saints. Mais vous le verrez en les écoutant, ces fameux permis pour se rendre en Cisjordanie sur les lieux saints, eh bien en réalité c'est une source d'oppression, de discrimination, d'humiliation et de vexation supplémentaires. On donne par exemple, et on va clamer dans les médias que pour les fêtes de Pâques qui ont lieu en ce moment, eh bien, on a donné 800 permis aux chrétiens de Gaza pour se rendre en Cisjordanie. Et puis, quand on interroge les familles, on se rend compte que le père a eu le permis, mais pas la mère, que les enfants ont eu le permis, mais pas les parents. Autrement dit, tout, absolument tout, et ça, je peux vraiment en témoigner, j'en témoigne à travers mes livres, tout est utilisé par l'occupant pour humilier, rabaisser, et surtout, montrer à tout moment qui décide de votre vie, qui décide de vous faire entrer, sortir, soigner, pas soigner, espérer ou ne pas espérer. Tout est organisé de l'extérieur. Alors la situation aujourd'hui, vous le savez, est particulièrement dramatique. Elle est dramatique, j'en reparlerai aussi demain, d'un simple point de vue, je dirais, physique. Hein, les besoins physiques de base que sont la santé ou l'alimentation, eh bien, sont très très gravement mis en cause. En ce qui concerne la santé, par exemple, il y a un exemple qui m'est particulièrement douloureux d'évoquer, c'est celui de la création d'un centre de cancérologie infantile à Gaza qui est toujours bloqué par Israël, par les Israéliens. Les enfants de Gaza, comme leurs parents, n'ont toujours pas droit, par exemple, à la radiothérapie
qui constitue quand même l'un des meilleurs traitements de nombreux cancers. Même l'équipement de cet hôpital pour enfants est toujours bloqué en partie. On demande des autorisations. Enfin, on utilise toutes les arguties de l'administration pour, en fait, faire pourrir encore un petit peu la situation. Concernant les besoins aussi basiques que l'alimentation, on est face véritablement à une construction monstrueuse où certains en Israël calculent que pour permettre de survivre au minimum une population, il faut tant de calories par jour. Et donc, on va laisser entrer dans la bande de Gaza un peu de ceci, un peu de cela. C'est une situation qui n'est pas, non seulement pas acceptable, qui ne peut pas durer. Mais je me méfie un petit peu de ceux qui crient à l'urgence en disant à Gaza, en 2016, on n'aura plus d'eau, en 2020, on ne pourra plus vivre. En réalité, les Gazaouis sont toujours là et ils vivent toujours, ils arrivent toujours à s'alimenter, même difficilement, mais ils sont toujours là et ils seront toujours là. Et tous ceux qui pensent qu'ils partiront avec les projets un peu fous que l'on voit sortir en ce moment, des projets qu'on n'aurait même pas imaginés tant ils sont criminels, ces projets d'expulsion massive, des projets d'accord avec le dictateur égyptien pour accueillir une partie de la population de Gaza. Tout ça, ce sont des propositions monstrueuses qui ne sont pas à l'heure du jour pour les Gazaouis. Alors, ils ont choisi, en désespoir de cause, d'essayer de se médiatiser, de montrer. Ils ont commencé cette marche du retour, qui est d'ailleurs je dirais presque un retour aux sources, parce que lorsque ces 400 du Hamas avaient été expulsés, déportés, c'est le mot exact, à Marjezour, ils faisaient régulièrement des marches du retour. Ils avaient refusé d'entrer dans le Liban, ils se sont installés sur place, ils se sont installés dans des tentes, et régulièrement, ils montaient, comme vous le voyez sur cette photo, vers la frontière israélienne, et ils faisaient ces marches du retour avec un certain nombre de blessures, parce que les Israéliens, à un certain moment, commençaient à tirer. C'est une grande marche du retour qu'ils ont commencé ces jours-ci à Gaza. Espérons qu'elle ne soit pas trop meurtrière. Ce sont des manifestations. Vous avez les familles, les femmes, les enfants, comme ici, les mêmes, qui vont s'asseoir au bord de la frontière et qui sont victimes de l'arbitraire et de la terreur. Voilà, j'en ai terminé. Je vous recommande de bien accueillir en particulier ce livre. Ce livre, c'est une façon, vous voyez, aussi de plaider pour nos amis. C'est d'essayer de toucher des parties de la population qui ne sont pas ou peu informés de ce qui se passe là-bas. Je veux dire, avec ce livre, j'ai réussi à passer dans quelques grands médias, ce qui m'était jamais arrivé, tout simplement parce que sur ce thème, on s'imagine que je ne vais pas raconter d'histoire, je ne vais pas faire des appels à quoi que ce soit. Ça permet de pénétrer dans des groupes de population qui me disent régulièrement, écoutez, on a appris des choses, on ne savait pas, on ne pensait pas. Vous voyez, j'ai toujours essayé à travers mes livres de donner un visage à mes amis que je rencontrais là-bas, et j'ai donné un visage à mes amis du Hamas en particulier, qui sont des amis très proches. Et là, je donne un visage à une autre population qui est susceptible de toucher le public occidental, si tant est que l'avenir de Gaza et des Palestiniens dépendent malheureusement des Occidentaux. Voilà, j'en ai terminé, chère Lina. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes, il y a des millions d'hommes et de femmes, il y a. On ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble en paix. Des millions d'hommes et de femmes, embellis par les valeurs de l'islam,
J'ai des millions de frères et de sœurs, des hommes, des femmes de toutes les couches sociales, des pères de famille, époux au grand cœur, des sœurs qui s'émancipent avec et sans voile, des sourires, des visages et des cœurs rayonnants, des bonnes âmes de tout âge, originaires des 5 continents. Musulmans, musulmans, des Français qui travaillent, votent et paient des impôts, et qui comme tout le monde veulent juste sortir la tête de l'eau. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes, et il y a des millions d'hommes et de femmes, et il y a on ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble en paix. Des millions d'hommes et de femmes embellis par les valeurs